Aujourd'hui, on va parler d'un oracle qui est celui des métamorphes, que je possède dans la version américaine qui est un peu différente de la version qui a été traduite en français. Il y a quelques cartes qui sont pas tout à fait en commun, donc gardez ça en tête quand je vais vous montrer les cartes. Vous n'aurez pas forcément la même chose dans la version française. Et j'avais fait une review écrite de cet oracle sur mon blog il y a ça un certain temps, donc ça fait un petit moment que je travaille avec cet oracle. Je travaille pas avec de façon continue, mais je le ressors de temps en temps avec plaisir, et plus j'avance dans mon cheminement et plus j'ai plaisir à travailler avec cet outil. Donc vous allez pouvoir travailler sur des thématiques vraiment très sympas avec les métamorphes, principalement bien sûr avec les animaux. Donc le règne animal, que ce soit les animaux normaux, terrestres, et quelques animaux fantastiques aussi, donc ça me plaît ce mélange des deux. Et puis la thématique vraiment mise en avant, c'est tout ce qui est les transformations. Donc vous allez pouvoir travailler avec différents totems, vous allez pouvoir travailler avec cette thématique des animaux guides, et puis aussi les différentes métamorphoses, un peu comme une grande métaphore en fait de votre vie et des différents carrefours que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin et qui vont vous amener à votre prochaine transformation. C'est un oracle que je trouve assez chamanique, on va beaucoup pouvoir méditer avec. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez travailler sur les thématiques de vie et de mort avec. Et j'avais notamment mis en avant cet oracle dans ma vidéo sur les vies antérieures, dont je vous mets également le lien en dessous si vous souhaitez aller la visionner. Alors vous pouvez travailler sur vos vies antérieures avec, vous pouvez travailler sur la thématique de la vie et de la mort, et puis aussi pourquoi pas tout ce qui est contact avec l'au-delà, donc aller contacter d'autres formes de vie de l'autre côté du voile. Quelques thématiques que je voulais aborder plus spécifiquement avec vous dans cette vidéo, avec plusieurs cartes qui m'ont marquée. Tout d'abord, il y a certaines cartes qui sont venues de façon très forte pendant mon travail avec cet oracle et qui ont représenté des sortes de guides ponctuels, mais qui sont venus pour parler de choses vraiment qui reviennent de façon régulière sur mon cheminement et qui ont en quelque sorte incarné ces notions-là pour me permettre de mieux les comprendre et de mettre en quelque sorte un visage dessus. Alors tout d'abord, vous avez la carte du chat noir. Et alors cette carte, elle m'a parlé d'une thématique qui est celle de la peur et des égrégores qu'on peut créer quand on est dans cette énergie de peur. Et moi je pense qu'on est vraiment des êtres absolument exceptionnel de puissance en fait. L'être humain, il a un potentiel qu'il n'exploite absolument pas, qui est de créer des égrégores et de les nourrir et d'en devenir la victime d'ailleurs. On peut créer des choses dont on va devenir victime, tellement notre cerveau il est puissant, on n'en a aucune idée. Et ce chat noir en fait, il me parle de cette énergie de peur et de cette dualité en fait entre notre puissance et les choses qu'on va pouvoir créer avec notre esprit qui vont nous terroriser et qu'on va avoir l'impression de subir comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, alors qu'en fait c'est nous qui l'avons créé. Cette carte, un temps pour dire au revoir, elle m'a parlé du processus entre les incarnations, moi beaucoup. Comme j'ai cette nostalgie de venir d'un autre endroit, d'avoir vécu sur d'autres plans, d'autres formes d'incarnation où j'étais pas humaine et où, à mon sens, les choses étaient mieux, elles étaient plus faciles, on avait plus conscience de qui on était. Cette carte, elle me parle beaucoup de cet entre-deux où on a dû choisir notre incarnation humaine pour de bonnes raisons et du coup on a dû dire au revoir à quelque chose de plus facile ou en tout cas plus confortable, qui était plus en accord avec notre nature divine, pour venir souffrir ici et essayer de changer les choses, parce que je pense qu'on n'est pas venu juste dans un but de souffrance, on est venu pour transmuter, pour être en quelque sorte des alchimistes divins sur ce plan qui est plus lourd, qui est plus difficile. Et du coup cette carte elle me parle de ça et de cette mémoire en fait. C'est encore plus dur quand on a réactivé cette mémoire
d'avoir été différent, d'avoir vécu ailleurs, et la mémoire d'avoir été avec ses guides, mais pas en tant que personne guidée, mais nos guides étaient nos égaux, nos guides étaient avec nous comme nos amis ou notre famille. Et du coup, on ne peut plus les atteindre de la même façon, on les entend plus de la même façon, on peut communiquer avec eux, mais plus de façon aussi directe. On est un petit peu plus tout seul finalement, même si on n'est jamais vraiment tout seul, puisqu'on est guidé. Mais cette carte, elle me parle de cette nostalgie d'un ailleurs, cette nostalgie de cette famille d'âmes, de ces guides qui avant étaient beaucoup plus présents avec nous. Et puis de cette incompréhension du coup qu'on a dans notre existence terrestre quand on se souvient d'autre chose avant ou en tout cas ailleurs. Alors le totem du hérisson, l'amour du hérisson, c'est quelque chose qui représente pour moi beaucoup la maison et le foyer, et quelque chose d'assez rassurant en fait. Et d'ailleurs le hérisson a ce côté assez nocturne comme animal, et justement la maison souvent on y est plutôt pendant la nuit, c'est l'endroit où on se ressource, l'endroit où on peut se retrouver dans une forme de quiétude. Donc le hérisson il a ce côté assez doudou, et en même temps c'est drôle parce qu'il pique, donc il a ce côté aussi qui sait se protéger, et c'est important de savoir protéger sa maison et de pas laisser n'importe qui y rentrer non plus. Une autre thématique que j'ai bien aimée dans cet oracle, c'est le fait qu'on retrouve beaucoup de personnages de contes de fées, et du coup ça permet d'explorer de façon assez intéressante l'inconscient collectif, et puis aussi notre enfant intérieur. La carte du petit chaperon rouge, j'aime beaucoup comment elle a été traitée, parce qu'elle dit « je ne suis pas une victime ». Et justement, la moralité souvent des contes de fées, elle peut être assez dérangeante dans le sens où il y a un côté surtout reste sage, ne sors pas dans le monde, il va t'arriver plein de trucs absolument effroyables, et tu seras quoi qu'il arrive une victime. Et justement comment cette carte est traitée dans cet oracle, ça renverse un petit peu cette prédation, et puis ce sentiment comme quoi l'héroïne, surtout c'est souvent une jeune héroïne féminine, qui va aller se faire croquer par le grand méchant loup, par la menace extérieure, parce qu'elle aura osé s'aventurer en dehors des clous en fait. Et du coup, j'aime bien comment cette carte est traitée, parce qu'elle nous fait réfléchir à toute cette thématique sur les avertissements qu'on a dans les contes de fées et dans les histoires qu'on raconte aux petites filles en règle générale. Et du coup, est-ce qu'on ne doit pas un petit peu changer cette narration en fait de ce qu'on raconte aux jeunes, pour qu'ils sachent quand même savoir se protéger, mais qu'ils sachent aussi innover, aller en dehors des clous, explorer les choses qu'ils ont en eux, et leur donner d'autres types de fondations pour qu'ils soient dans une certaine insouciance, mais une insouciance qui soit pas dangereuse pour eux, et qui leur permette de trouver leur chemin, de trouver leur centre, de se trouver eux-mêmes, en dehors de ce côté très attention, si tu suis pas le troupeau, si tu recherches pas la sécurité à tout prix, il va t'arriver un truc absolument effroyable, donc continue à manger tes légumes verts et puis fais pas chier. La princesse et la grenouille, alors c'est un conte qui parle beaucoup de juger sur les apparences. Et puis moi ça me parle beaucoup d'une attitude que je supporte pas chez les gens, qui est l'attitude de la condescendance, et aussi comment on interagit avec les gens qu'on ne connaît pas. Et moi ce que je supporte pas dans les relations sociales avec les gens qu'on rencontre, c'est que la première chose qu'on vous demande, c'est ce que vous faites dans la vie, votre métier. En gros c'est combien tu vaux. Combien tu vaux à mes yeux, et sachant que pour moi le métier que vous exercez, surtout un métier que vous exercez peut-être de façon alimentaire, ça va absolument pas m'indiquer quoi que ce soit sur qui vous êtes et sur votre véritable valeur. Et parce qu'il y a des abrutis qui occupent des postes hyper reconnus en société, et des gens hyper intelligents et hyper intéressants qui font des jobs de merde. Donc j'ai toujours détesté en fait cette espèce de mise en boîte quand on rencontre les gens. Et d'ailleurs les gens le prennent très mal, parce que souvent on me demande ce que je fais dans la vie,
Et moi je ne renvoie pas la question à la personne en fait. Et du coup on pense que je suis une espèce de connasse qui s'intéresse pas aux autres, alors que non, je m'intéresse encore plus à vous, mais je vais vous poser d'autres questions. Au bout d'un moment vous allez y venir en fait, peut-être de me dire ce que vous faites dans la vie, mais je vais pas tout de suite essayer d'aller chercher dans ce qui est évident, dans ce que les gens demandent au premier abord. Et je vais plus aller essayer de gratter en fait qui vous êtes vraiment, quelles sont vos valeurs, et c'est à travers d'autres choses, et pas forcément votre métier, ça peut être votre métier, mais ça peut être vos lectures, ça peut être vos passions, alors surtout vos passions, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant. Et puis comment vous vous exprimez, les choses dont vous avez envie de parler spontanément, faire parler les gens en fait par eux-mêmes et pas leur poser des questions fermées, complètement débiles, qui vont pas vraiment donner des réponses satisfaisantes et qui vont apporter un dialogue assez fermé, assez plat et assez décevant. La Belle et la Bête. Alors cette histoire, moi c'est un de mes contes préférés. J'adore ce conte et comment il a été traité aussi par Disney. Et je l'interprète de façon totalement différente par rapport à cette carte qui met en avant les relations toxiques, le fait de se sentir enfermé, d'être manipulé, d'être avec quelqu'un qui essaye de nous écraser et de faire de nous sa chose. Et moi c'est pas du tout comme ça que je vois la relation entre la Belle et la Bête, et j'y vois plutôt une initiation à la Hadès et Perséphone. Et c'est peut-être l'histoire d'amour dont je me sens la plus proche dans les contes de fées, parce que pour moi cette histoire-là, elle parle d'une jeune fille qui déjà est pas... alors bien que son nom nous laisse penser qu'elle est uniquement dans les apparences, elle s'appelle Belle, mais pour moi la Belle c'est quelqu'un qui est mis en avant pour plutôt ses valeurs, pour son intelligence, et pour sa capacité à regarder au-delà des apparences. C'est une initiée, c'est quelqu'un qui va aller dans une démarche de perte d'innocence, qui va suivre véritablement son cœur et ses instincts, et se confronter, se retourner contre l'ordre établi pour décider de ce qui est bon pour elle. Donc moi j'y vois plutôt une dynamique positive, et du coup moi je vois Hadès et Perséphone dans cette histoire, et j'ai une vision d'Hadès et Perséphone qui colle pas au mythe du viol et de l'enlèvement qui fait perdre à une pauvre fille son innocence, et puis qui lui fait limite perdre la mémoire, côté syndrome de Stockholm. Je suis pas du tout là-dedans, moi j'y vois plutôt une quête, une démarche qui au début peut être un petit peu subie, mais qui au final va être choisie et va être confirmée par ce personnage féminin, qui va vouloir finalement se découvrir elle-même à travers le miroir que lui tend la bête, et elle va voir à la fois sa véritable valeur à elle, en découvrant la véritable valeur de cette bête, de celui qui est vu comme absolument atroce aux yeux de la société. Et du coup moi j'y vois plutôt une recherche de pouvoir. Alors on peut interpréter cette carte du coup comme le fait de aller au-delà des relations qui essayent de nous enfermer justement dans cette évidence, dans le prince charmant, providentiel, complètement couillon, dont on se moque beaucoup maintenant, de plus en plus. Ils ont compris que ça marchait plus trop, ce truc auquel on a été biberonnés nous, et du coup on nous amène des contes de fées un petit peu plus rock'n'roll, où on va avoir une héroïne qui va être une vraie héroïne et qui va pas juste être sauvée par un prince charmant complètement neuneux. Alors justement ce côté neuneux dont je parle avec Blanche-Neige, on le retrouve beaucoup, et puis moi ça me fait rire cette carte, parce qu'elle me parle de comment Blanche-Neige a été traitée dans Shrek. Alors je sais plus quel Shrek c'est, mais il y a un des films Shrek où on voit Blanche-Neige avec tous les animaux, et puis on dirait une sorte de sorcière sombre d'un seul coup, parce qu'elle appelle les animaux pour déployer un pouvoir contre les gens.
Et du coup, moi, en fait, cette carte, elle me parle de cette dualité entre l'ancien modèle où on nous montrait des contes de fées avec des petites ingénues comme ça, qui se faisaient plein d'amis très facilement, ce qui est un peu bizarre hein, d'ailleurs, parce que Blanche-Neige, elle a un côté tellement naïf finalement, que c'est vraiment dangereux d'être aussi con dans le fond. Elle se lie un peu à n'importe qui, elle bouffe ce qu'on lui donne sans poser de questions. Donc pour moi Blanche-Neige c'est un petit peu le contre-exemple et j'aime bien toute cette tendance en fait de revisiter les contes de fées et d'y apporter une notion un petit peu plus grinçante où on va se moquer de la petite princesse naïve d'antan à laquelle on a été habitué jusqu'aux années 2000 hein. C'est vraiment assez récent quand même ce revirement où on va nous parler un petit peu plus d'une princesse qui botte le cul quoi. Enfin, c'est un peu toute la tendance qui vient avec le féminisme et avec les vraies héroïnes qui sont arrivées avec certains dessins animés, certains mangas où on a des vraies héroïnes, où on a des Sailor Moon, où on a dans les séries des Buffy, et, des nanas qui sont pas dans ce côté de la petite victime, toute piou-piou les petits oiseaux, et puis qui va faire confiance au premier venu. Alors Alice, qui est forcément un des symboles très forts pour moi, je m'identifie beaucoup aux histoires d'Alice. Dans cet oracle, ils ont beaucoup mis en avant l'aspect dark de ce... Alors, on pourrait pas vraiment dire conte, mais on peut le voir comme un conte, mais c'est un livre à la base. Et je le vois pas vraiment comme un conte pour enfants, moi, Alice au Pays des Merveilles. Mais du coup, l'aspect dark, l'aspect alchimique pour moi a été mis en avant dans cet oracle. Et du coup, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que... parfois on a tendance à retrouver Alice dans des contextes ah oui c'est une histoire pour enfants, c'est un petit truc tout sucré, tout gentil, tout bonhomme, et en fait moi je trouve que c'est pas du tout le cas. Alice c'est une histoire hyper dark, c'est une histoire qui peut même paraître assez aliénante et qui encourage à rentrer justement dans cette réflexion alchimique. Et du coup j'aime bien le rapport aux larmes dans cette carte. Et moi, elle me parle notamment de l'ombre, des profondeurs, de tout ce qu'on peut trouver justement dans ces profondeurs un peu dégueu hein, qu'on a en nous et qu'il faut réussir à extérioriser. C'est ce que je fais aussi avec ma cartomancie et qui peut piquer quand on n'est pas habitué aux méthodes des gens qui sont pas complaisants et qui vont aller tirer sur tout ce qui fait mal. Parce que moi je pars du principe qu'il faut extérioriser la merde avant de rajouter des paillettes par-dessus, parce que c'est pas possible en fait d'aller vers son meilleur chemin possible si on n'a pas extériorisé sa merde. Et ça peut passer par ses larmes, ça peut passer par cette purification en fait, par ce côté transformateur des larmes. Et ça me fait penser aussi à la reprise de Marilyn Manson, Cry Little Sister. Et c'est une chanson qui me parle beaucoup et qui se couple un peu à cette carte-là et qui du coup se rattache à cette quête d'Alice. Et d'ailleurs quand elle se met à pleurer, c'est un peu le début de son voyage. C'est quand elle est au tout début et qu'elle arrive au Pays des Merveilles. Et du coup, ça laisse présager beaucoup d'autres transformations après. Et du coup, ça arrive comme une sorte de fondation. Il faut souffrir. C'est un peu bizarre de dire ça, mais si on a trop de merde en soi, il faut l'extérioriser. Il faut pleurer, il faut souffrir. Il faut laisser sortir toute cette merde pour pouvoir ensuite y mettre des paillettes. Si tu mets des paillettes par-dessus la merde, ça ira pas. Ils ont eu la merveilleuse idée de nous mettre à la fois Blanche-Neige et Alice. Du coup, là, quelque part, on a deux nanas qui bouffent un peu n'importe quoi. Là-dessus, elles sont un peu sur le même créneau, toutes les deux. Donc, avec ce petit panneau Hit Me, finalement, ça nous met un petit lien entre Alice et entre Blanche-Neige, parce que toutes les deux, elles sont pas très malines là-dessus. Mais Alice s'en sort mieux que Blanche-Neige quand même à mon sens. Et puis j'aime bien le fait qu'on ait mis ces deux héroïnes ensemble parce qu'il y a le côté complètement dark
de l'univers d'Alice, avec le côté très cucu de l'univers de Blanche-Neige, et le fait qu'ils aient fait un combo des deux héroïnes, ça me parle bien, et justement ils parlent de ces amitiés un petit peu étranges, et pour moi ces deux héroïnes qui sont assez opposées de mon point de vue, et du coup on nous parle de ce côté improbable en fait des alliances qu'on peut avoir. Alors un autre thème qui est beaucoup ressorti dans cet oracle, c'est les guides divins avec qui je travaille de façon régulière et qui m'ont fait coucou à travers certaines cartes. Et c'est une thématique que je reprends beaucoup à travers un peu tous les jeux que je vous propose, parce que c'est quelque chose d'omniprésent sur mon chemin. Alors la princesse serpent, c'est une carte qui me fait pas mal réfléchir sur la dualité entre Lilith et Ève. Alors comme vous le savez sans doute, Lilith est ma déesse patronne, et puis c'est la déesse dont je me sens le plus proche. Et moi j'ai plus l'impression d'être une Lilith que d'être une Ève, même si je pense qu'il faut pas voir Ève totalement comme une antithèse de Lilith. Parfois ça peut être le cas, et à d'autres moments en fait je réfléchis à ce mythe et moi je vois plutôt un exemple de sororité en fait. Ça peut paraître complètement foufou hein, quand on se base sur les versions officielles et ce qu'on nous a rapporté. Mais pour moi, Lilith a offert la pomme à Ève en signe de sororité pour l'amener vers plus de connaissance d'elle-même, de conscience. Pour moi, la pomme, c'est un objet de pouvoir. Et la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance d'elle-même, la connaissance du monde, alors on dit le bien et le mal, mais au-delà du bien et du mal, voilà. Et du coup, pour moi, cette carte, elle peut représenter Lilith comme elle peut représenter Ève, et elle peut représenter en fait la sororité, le fait que l'épreuve, la chute, le truc qui a l'air d'être empoisonné, le cadeau de merde qu'on nous a sorti comme un cadeau de merde, l'interdit à la connaissance, c'est un vrai cadeau d'amour et de pouvoir. Et Lilith est dans ce partage en fait. Elle veut que l'autre soit puissante. Elle n'est pas dans cette espèce de truc de merde de moi je vais grimper au-dessus de tout le monde, je vais être dans cette compétition féminine pourrie parce qu'il y a de la place que pour une femme au milieu des hommes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous tire une balle dans le pied, et il faut qu'on arrête avec ça, par pitié qu'on arrête avec ça. Lilith, c'est celle qui ouvre le chemin en premier et qui va venir tendre la main aux autres femmes et dire voilà le pouvoir auquel j'ai accédé, et toi aussi tu peux y accéder. Et du coup pour moi Lilith c'est cet exemple-là, et on le retrouve dans des fictions. Si vous regardez dans Buffy, la fin de Buffy c'est ça, c'est mon pouvoir peut être votre pouvoir. Et c'est pas du tout une espèce de vacherie qui est envoyée comme une punition, et pour faire en sorte que l'autre idiote là, elle se retrouve à poil dehors et qu'on lui dise ah bah tu vois, t'aurais mieux fait hein, d'écouter ton papa et de faire ce qu'on t'a dit. Non, en fait c'est pas du tout ça pour moi ce mythe, c'est accéder au contraire à une chance de trouver son pouvoir intérieur, d'en faire quelque chose de bien. Après si on croque la pomme, qu'on n'a rien compris et qu'on n'en fait rien de bien, la responsabilité elle nous revient. Mais du coup ça m'apaise en quelque sorte avec ce personnage aussi de Ève, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup rejeté et à qui j'ai pas voulu m'identifier du tout, parce que je me reconnaissais beaucoup plus dans Lilith. Et en fait, je pense qu'il faut retendre la main un peu entre les deux archétypes et essayer d'y voir ce pont justement de sororité entre la femme consciente, Lilith, et celle qui va vers la conscience, qui peut avoir un chemin à parcourir vers la conscience. Mais ça, après, ce sera à elle de décider si elle veut en faire quelque chose ou non. Alors, les papillons de l'obscurité,
ce symbole un peu des papillons de nuit, moi c'est beaucoup rattaché à Hadès en fait sur mon cheminement, donc j'aime bien parce que cette carte elle vient beaucoup pour me rappeler la présence d'Hadès. Et en fait à chaque fois que j'ai un papillon de nuit sur mon chemin, je vois ça comme un signe de sa présence et comme un symbole aussi de ma propre quête, ma petite quête de Perséphone personnelle. Et toutes les thématiques de descente aux enfers, de cycle aussi, parce que y a toute cette dualité entre le moment où Perséphone est dans l'Underworld et le moment où au printemps elle va revenir donner vie à la nature. Et du coup cette carte elle me parle de l'hiver chez Hadès et qu'est-ce que ça veut dire et comment moi je vis cet hiver-là. Et justement par rapport au mythe d'Hadès, c'est important de ne pas subir cette période-là et d'y aller plus comme l'initiée, celle qui choisit, celle qui va de façon motivée dans les enfers et qui en fait quelque chose de positif et qui rend plus puissant. Alors il y a le phénix doré aussi, et le phénix c'est un archétype avec qui j'aime bien travailler. Je le vois pas, alors moi c'est drôle parce que le phénix je le vois pas comme un oiseau. Moi quand j'ai vu le phénix pour la première fois, c'était un homme de feu. Et en fait j'avais pas cherché à appeler le phénix, il s'est pointé, en fait j'avais fait une méditation sur le thème du feu. Et j'ai cet homme en fait qui est venu en dansant et du coup j'ai eu l'impression de voir un esprit du feu très puissant. Et j'ai compris que c'était lui en fait à travers ce qu'il me faisait comprendre. Et puis pour me confirmer sa présence, à l'époque je faisais partie d'un groupe où je lisais pas mal les commentaires sur Google+, feu Google+, et justement. Et du coup sur ce groupe, c'était un groupe du chemin de la main gauche, et il y avait pas mal de praticiens qui parlaient de leur relation avec les démons. Et il y avait beaucoup de praticiens qui considéraient Phénix comme un démon et qui disaient que eux ils le voyaient comme un homme de feu et qui dansait, et c'était exactement ce que j'avais vu dans ma méditation et c'était exactement l'entité qui était venue à moi en fait. Et alors je vais terminer par deux totems qui se retrouvent dans plusieurs cartes et qui m'ont parlé de thématiques très 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 personnelles. Alors vous avez la thématique du dragon. Alors on retrouve le dragon ici avec l'ami imaginaire. On a aussi le petit jardin avec les dragons et tous les petits animaux là. Et vous allez avoir petits frères et petites sœurs, et c'est des petits dragons également. Et ils sont assez mignons d'ailleurs ces petits dragons dans cet oracle. Et justement moi ça me rappelle beaucoup ce thème de l'enfance et ce thème justement de l'ami imaginaire. Et alors il y a tout un cheminement pour moi avec cet animal fabuleux du dragon et avec cette thématique aussi de l'animal imaginaire. De l'ami imaginaire. Et alors d'abord le dragon, ça va être plusieurs déesses qui m'accompagnent. Il va y avoir déjà la déesse Aonia qui est liée au dragon, qu'on retrouve d'ailleurs dans un autre oracle qui est celui qui est aussi de Lucy Cavendish d'ailleurs, celui des dragons protecteurs, où elle y est présentée comme une déesse lunaire, alors que moi je la vois un peu comme les deux, lunaire et solaire, et même plus solaire que lunaire dans ma pratique, en tout cas personnelle. Et c'est une déesse qui est très proche dans son énergie aussi de Perséphone, je trouve, Aonia, mais bon, je m'écarte du sujet. Et du coup, Aonia, elle a ce côté déesse dragon, et elle est très proche de mon cheminement de maman, et je la rattache beaucoup à en fait tout le cheminement qui m'a amenée à devenir maman. Il y a aussi la déesse Tiamat qui est la déesse dragonne dans le panthéon mésopotamien,
Et cette déesse, elle y est arrivée comme la mer par excellence en fait sur mon cheminement. Donc il y a toujours cette thématique de la mer en fait autour du dragon et de la mer avec ses enfants. Forcément, on est mère par rapport à cette filiation. Et justement, moi le dragon, il est beaucoup venu pour me guider en tant qu'animal guide pendant ma grossesse. Et c'est très rigolo parce que y a cette thématique de l'ami imaginaire avec le dragon dans l'oracle. Et moi, l'ami imaginaire, c'est un truc qui me fait boum avec le dragon parce que quand j'étais gamine, j'avais un ami imaginaire qui était un petit garçon en fait. Et j'y ai pas accordé tant d'importance que ça, mais je savais comment il s'appelait, voilà, j'avais cette espèce d'ami imaginaire qui était un petit garçon. Et j'y ai pas trop repensé à l'âge adulte. Et le moment en fait où j'ai cherché un prénom pour mon petit garçon, pendant que j'étais enceinte, j'avais pas trop d'idées en fait. Et c'est mon conjoint qui a eu l'idée du prénom qu'on lui a donné. Et donc ça venait pas de moi. Et j'avais jamais parlé de ce prénom. Et ce prénom, c'était le nom de mon ami imaginaire. Et quand j'ai entendu ce prénom, j'ai adoré. Je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est ça que je veux. Et justement, quand j'ai aussi tiré les cartes pour demander au bébé comment il voulait s'appeler, il a confirmé totalement qu'il voulait s'appeler comme ça. Et d'ailleurs, il m'a sorti une carte dans un tarot qui représentait exactement l'étymologie du prénom. Donc c'était un truc de fou malade. Et du coup, pour moi, cette thématique en fait des dragons et de l'ami imaginaire, il y a cet ami imaginaire qui avait le nom de mon fils quand j'étais gamine, et il y a ces dragons qui m'ont guidée pendant toute ma grossesse. Et du coup, j'ai l'impression que ce totem, il a un côté très proche de la maternité, en tout cas dans mon cas, et des enfants à naître, la protection autour des enfants, et toutes les déesses qui peuvent être vues de façon assez négative parce que le dragon, on le voit comme un symbole qui fait peur, alors que ça peut être un symbole maternant, ça peut être un symbole de maternité et de protection assez puissant. Donc il y a 2 cartes sur les furets aussi qui me parlent beaucoup, la fée délicate et ses furets, et les furets papillons. Et en fait, moi, je rattache ça au cheminement que j'ai fait avec l'au-delà par rapport au décès de mon grand-père. Il est mort il y a pas mal d'années, il y a environ 15 ans. Et moi, quand mon grand-père est mort, il est venu me voir directement. En fait, j'ai vu son essence, son âme, venir me parler. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'ai pu commencer à entamer une sorte de dialogue avec lui. Et ça m'a fait comprendre aussi, quand même, que j'avais des capacités médiumniques, même si je les assumais pas totalement. Et en fait, j'ai eu un dialogue comme ça, très étendu avec mon grand-père, sur plusieurs années après sa mort. Et du coup, donc, il est venu me voir immédiatement, quand il est mort. Et il m'a dit qu'il allait bien, c'était très lumineux, c'était très réconfortant. Ensuite, j'ai fait une méditation où j'ai essayé de me connecter à lui des années plus tard. Et j'ai entendu en clairaudience un bébé pleurer et on me faisait comprendre qu'il était en train de se réincarner. Et du coup, en fait, ça m'a fait me questionner. Après, je me suis dit, bon, du coup, est-ce que lui, en tant qu'essence, est-ce qu'il existe toujours? Et ça, c'est une question assez métaphysique, dont je parle avec d'autres personnes qui s'intéressent à la vie après la mort. Et en fait, je me suis rendu compte que l'essence de la personne, c'est-à-dire pas l'âme, pas la grande énergie qui occupe le corps, mais vraiment l'essence de la personne humaine qu'on a été, d'une certaine façon, elle survit. Même une fois qu'on se réincarne, elle est toujours là. Donc même si, par exemple, moi, je me suis réincarnée plein de fois et qu'aujourd'hui je suis Iria, j'arrive à contacter ma vie antérieure d'avant qui s'appelait June. Et June, j'arrive à lui parler et elle est là et j'arrive à l'invoquer. Donc comment j'arrive à faire ça? Et quelque part, j'arrive encore, même si je sais que mon grand-père s'est réincarné, j'arrive encore à ressentir son énergie. Et il a toujours une existence en quelque sorte
dans le royaume de l'esprit. Et les furies, ils m'ont permis de comprendre ça parce que j'ai fait un voyage en rêve où je me rendais dans un endroit et où je retrouvais mon grand-père, alors que je savais qu'il s'était réincarné à ce moment-là. Et tout autour de moi, il y avait des furies. Et en fait, j'ai vraiment pris ça comme un signe, comme quoi ce sont des guides très puissants qui peuvent nous emmener sur des chemins de traverse de l'autre côté du voile et nous permettre de comprendre en fait toutes ces dynamiques en fait de vie après la mort. Et je pense que c'est très compliqué en fait de comprendre tous ces concepts-là. Et grâce aux furets, j'ai pu comprendre justement que l'essence d'une personne peut continuer à subsister. Et c'est quelque chose que j'ai compris aussi parce qu'il y a un homme qui est mort en 2016, qui est venu me voir il n'y a pas très longtemps, c'était l'été dernier, et il voulait que je le fasse passer, qu'on ait un dialogue, et puis que j'utilise mes capacités de passeuse avec lui en fait. Et c'est un homme qui avait des messages pour moi. Et en fait, je me suis beaucoup demandé, mais pourquoi cet homme, il a voulu venir me voir 2 ans après sa mort, et pourquoi il a voulu me solliciter. Et quand je l'ai fait passer, cet homme-là, j'ai eu des visions de mon fils. Mon fils qui a été conçu en 2016, donc... ça m'a fait un peu bizarre et puis j'ai beaucoup réfléchi en fait à toute cette thématique là. Je me suis rendu compte que cet homme là, en vérifiant son identité, en vérifiant toutes les dates autour de lui, il est mort la semaine où mon fils a été conçu et son anniversaire c'était la date de rencontre de moi et du père de mon fils. Et en fait, du coup, j'ai compris que l'homme qui était venu me voir, c'était la vie antérieure de mon fils. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, comment j'ai pu voir cet homme-là alors qu'il est réincarné et que son âme, elle est dans mon fils. Et en fait, c'est pas antinomique. L'essence de cet homme-là existe toujours et elle avait besoin peut-être d'une certaine guérison, d'une certaine forme de guérison. Et c'est pour ça qu'il est venu me voir. Et d'ailleurs, moi je me demandais mais pourquoi il est venu me voir moi. Et forcément, après j'ai compris, parce qu'il m'avait choisi pour être sa maman dans sa vie suivante. Et du coup, voilà, le furet a été présent pendant tout ce processus-là. À partir du moment où j'ai compris son rôle avec mon grand-père, et j'ai senti aussi la présence du furet avec cette deuxième expérience que j'ai eue avec cette thématique de réincarnation autour de mon propre enfant. Et du coup, je trouve que c'est un animal guide vraiment très puissant, auquel on ne pense pas forcément, et qui a toute une sagesse sur l'autre côté du voile. Donc j'espère que cette présentation de quelques cartes vous aura plu, ça vous aura peut-être donné envie de vous procurer aussi l'édition américaine si vous avez plus accroché avec les cartes que je vous ai montrées. Je sais pas exactement lesquelles divergent, mais il y en a quand même pas mal. C'est un oracle que je trouvais, on va dire, je l'aime bien, mais j'avais quand même une opinion un petit peu plus mesurée sur cet oracle-là en travaillant avec au début. Je préférais par exemple les êtres d'ombre et de lumière ou les vampires. Et puis en le ressortant de temps en temps, en fait, je m'éclate avec cet oracle, il est vraiment très sympa. Et puis, plus je chemine avec lui et plus je crée des liens en fait avec les guides qui se manifestent dans ces cartes. Et du coup, vraiment, je vous le recommande chaleureusement parce que je le trouve plus profond que ce qu'on pourrait croire en voyant ce côté très mignon et puis assez naïf finalement qu'on retrouve dans les illustrations. Il est moins dark que les autres de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths, mais il a quand même sa part d'ombre. On va pouvoir beaucoup travailler sur ces thématiques de la mort-renaissance, de la transformation, donc c'est quand même des choses qui vont faire appel à l'ombre. Donc je trouve qu'il est quand même intéressant en ce sens. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet oracle ou s'il vous appelle, si vous ne l'avez pas encore. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bien cartomancer.